On est tous touchés par la procrastination. À travers cette vidéo, on va voir pourquoi on l'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner le problème, et pour cela, on rencontre Claire Vitou. Bonjour Claire. Salut Pierre-Marie. Tu es animatrice du podcast Bye Bye Procrastination et tu es fondatrice de The Minimal Plan. Exactement. Alors on l'a évoqué un peu en intro, on le fait tous à des moments et à des degrés différents, mais pourquoi est-ce qu'on procrastine ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la procrastination, c'est pas de la flemme, c'est pas un manque de discipline, c'est en fait, il y a un mécanisme d'évitement qui est en fait très psychologique. Quand on procrastine, c'est un peu comme le cheval qui refuse l'obstacle. Donc généralement, on procrastine par peur, donc par peur d'échouer, par peur de décevoir. On va procrastiner par manque de confiance en soi, par difficulté à prendre des décisions aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Simplement parce qu'on a un cerveau, et c'est de plus en plus vrai, qui est vraiment câblé pour le plaisir immédiat. C'est-à-dire que si notre cerveau doit faire un choix entre est-ce que je fais quelque chose, une activité qui me donne du plaisir immédiat, c'est-à-dire qui va me donner de la dopamine, ou est-ce que je fais plutôt quelque chose qui va me demander des efforts, généralement, le choix va plutôt se tourner vers le plaisir immédiat. Et c'est simplement une tendance naturelle. Encore une fois, quand on a du plaisir, il y a de la dopamine qui se libère dans notre cerveau. Et du coup, c'est ça qui va entraîner, entre guillemets, notre envie de faire des trucs satisfaisants immédiatement, plutôt que de faire des efforts, entre guillemets, je mets des guillemets. En tout cas, tout ce que notre cerveau va percevoir comme un effort, ça va potentiellement entraîner de la procrastination. Donc finalement, la procrastination, elle arrive à chaque fois qu'il y a une espèce de friction entre ce que je veux et ce qui va me procurer du plaisir immédiat. Donc tu parlais de repousser des choses parce qu'on fuit l'obstacle, on cherche un plaisir immédiat. Quelle différence finalement entre procrastiner et s'écouter ? En fait, pour moi, la différence, elle est dans la temporalité de la prise de décision. C'est-à-dire que la procrastination, pour moi, elle est là à partir du moment où tu sais ce que tu devrais faire, tu le sais parfaitement et tu repousses. Et évidemment, il y a toujours cette limite un peu floue de oui, mais quand je suis en train de prendre une décision, dans quelle mesure est-ce que je suis en train de procrastiner ou pas ? Et là, c'est un peu le grand point d'interrogation et je dirais que c'est assez personnel en fait comme perception de la procrastination. Par contre, quand on est vraiment sur des actions, sur quelque chose de très opérationnel, la procrastination, elle est vraiment sur le je sais ce que j'ai à faire, il n'y a pas de place au doute. Et évidemment, il y a des moments où on a besoin de ce temps qui n'est finalement pas de la procrastination, mais qui est un temps de maturation. On a besoin de laisser lever la brioche avant de pouvoir l'enfourner, globalement. Ça, du coup, pour moi, c'est pas de la procrastination. C'est vraiment ce temps de réflexion. C'est important de l'avoir. C'est important de savoir s'écouter, tu l'as dit. Et finalement, c'est un peu notre thermomètre intérieur qui est capable de nous dire est-ce que là, si je suis honnête avec moi-même, je suis en train de procrastiner parce que je sais ce que je devrais faire, mais simplement cette décision, elle me fait peur et du coup, je repousse l'échéance. Ou est-ce que je suis encore dans une phase où j'ai besoin de laisser mes options ouvertes avant de prendre une décision et vraiment de rentrer en action. Donc maintenant qu'on a mieux compris pourquoi on peut repousser certaines activités, qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les premières étapes pour solutionner ce problème ? En fait, la procrastination, tu peux l'attaquer de deux bouts différents. La première stratégie, entre guillemets, pour aller chercher à réduire sa procrastination, c'est de comprendre d'où elle vient et de travailler du coup sur les mécanismes qui la provoquent. Donc typiquement, si je me rends compte que je procrastine beaucoup par manque de confiance en moi, c'est d'essayer d'identifier cette racine déjà, donc se demander « Ok, je repousse ça, pourquoi est-ce que je le repousse ? Quelles sont les émotions que je ressens quand je suis face à cette action, face à ce truc que j'ai besoin de faire ?» Et du coup, d'aller chercher en fait un antidote, mais vraiment en termes de croyances, de pensées, d'émotions. Pour le coup, en termes très concrets, comment est-ce qu'on peut faire ? Ça peut être des stratégies, donc ça peut être se faire coacher, typiquement, pour pouvoir aller creuser ces choses-là avec quelqu'un qui va faire effet miroir, qui va poser des questions. Et puis ça peut être aussi des stratégies d'auto-coaching, de simplement je prends une feuille de papier, un crayon, je me dis « Ok, je procrastine ça, pourquoi ?» parce que ceci, pourquoi, etc. Et donc d'aller creuser comme ça tous les mécanismes de la procrastination. Donc ça, c'est la première stratégie. Donc la deuxième stratégie, ça va être au lieu d'aller chercher vraiment les causes profondes de la procrastination et de faire un travail d'introspection qui peut être un petit peu long et puis parfois on a juste besoin là de retrouver notre capacité d'action assez immédiatement. Typiquement, et je pense que les personnes qui regardent cette vidéo auront déjà entendu parler de ce genre de choses, mais c'est le fait de prendre la tâche qu'on procrastine, de la diviser en petits pas. Donc vraiment de faire en sorte que la tâche elle soit moins impressionnante, que ce soit plus facile à appréhender. Donc que notre cerveau il se dise moins « Ah là là, mais ça va être compliqué ». Tu vois, moi c'est ce que j'appelle l'effet Mont Everest. En fait, c'est le truc, tu as une tâche devant toi et tu as l'impression que c'est une montagne à gravir et du coup, ça fait que ça va provoquer de la procrastination. Première stratégie possible. Deuxième stratégie possible, ça va être d'utiliser
un ensemble de règles qui vont être au nombre de 3. La première règle, c'est la règle des 5 secondes qui a été théorisée, on va dire, par Mel Robbins et que beaucoup de personnes connaissent et appliquent sans s'en rendre compte. C'est le fait de mettre un compte à rebours dans ta tête et de faire 5, 4, 3, 2 et hop, j'arrête de me poser des questions et j'y vais. En fait, 5 secondes, c'est le temps que ton cerveau il met à peu près à trouver toutes les excuses possibles pour pas faire les choses, tu vois. Le truc de « ah non mais ça va être compliqué et en plus ça j'ai pas l'information et ça va être dur, etc. etc. » Et donc toutes ces objections-là, elles mettent à peu près 5 secondes à se déclencher le temps que ton cerveau percute que ça va être dur. Donc l'objectif c'est de court-circuiter ce phénomène-là et de passer à l'action avant que ces 5 secondes soient passées. Donc ça, c'est la première stratégie, la première règle que tu peux utiliser. La deuxième règle, c'est la règle des 2 minutes. Donc c'est en fait, et là pour le coup, c'est hyper connu aussi, c'est si ça prend moins de 2 minutes, je le fais maintenant. Comme ça, c'est déjà fait, ça rentre pas dans ma to-do list, ça devient pas de la charge mentale, c'est fait, on n'en parle plus. Donc ça, c'est la deuxième règle qu'on peut utiliser. Et la troisième règle qu'on peut utiliser et que je trouve hyper cool, c'est la règle des 5 minutes. Donc en fait, le principe, c'est de dire, quand je repousse quelque chose, j'utilise la règle des 5 minutes qui est simplement de dire je m'engage à travailler sur ce truc pendant 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, genre vraiment, j'ai toujours pas envie, je suis toujours dans la friction, je suis pas rentrée dans le truc, bah j'ai le droit de laisser tomber et de me dire j'y reviendrai un autre jour quand je serai dans une énergie un petit peu différente. Mais au moins, tu auras passé 5 minutes, tu auras mis le pied dans la porte, entre guillemets, et tu auras pour toi d'avoir fait cet effort de t'être autodiscipliné de « ça me fait peur, peut-être que je vais pas y arriver, il y a encore plein d'inconnus dans ce truc-là, mais j'y vais, tant pis ». Tu t'es un peu lancé à l'eau et puis bah, peut-être que tu as besoin de te rattraper au bord au bout de 5 minutes. Ce qui est plus difficile finalement, c'est de se lancer. Ce qui est tout à fait le plus difficile. Généralement, on dit le plus difficile dans le fait de faire du sport, c'est pas de faire du sport, c'est de mettre tes chaussures et de passer la porte en fait. Et du coup, c'est exactement cette stratégie-là sur la règle des 5 minutes, c'est de se dire, bah, en fait, si je m'y mets pendant 5 minutes, le plus probable, c'est que je vais continuer et que en fait, je serai lancée et je vais y aller largement au-delà des 5 minutes, voire je vais aller au bout de ce que j'avais procrastiné jusque-là. Alors, tu as évoqué la règle des 2 minutes. Si ça prend moins de 2 minutes, je le fais. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a beaucoup de sollicitations. Je crois qu'on a à peu près une sollicitation tous les 15 minutes, que ce soit un email, un coup de téléphone ou autre. Bon, imaginons que j'ai plein de tâches comme ça de 2 minutes. Est-ce que c'est une vérité que j'applique tout le temps ou c'est un peu du cas par cas? Si c'est de temps en temps 2 minutes, je le fais. Mais si j'ai que des tâches de 2 minutes, comment je m'organise? En fait, c'est hyper intéressant ta question parce que ça fait justement partie des limites de la règle des 2 minutes. Le principe, c'est pas de remplir tes journées avec que des tâches de 2 minutes. Sinon, t'avances pas et en fait, ça peut devenir de la procrastination qu'on appelle active. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les choses qui sont vraiment importantes, tu vas faire plein de petits trucs dans tous les sens et à la fin de la journée, tu te dis « Ah, j'ai fait plein de trucs, mais t'as rien fait d'important. » Donc du coup, la règle des 2 minutes, là où elle va être vraiment pertinente, ça va être au moment où tu es dans des interstices, entre guillemets, dans ton emploi du temps. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir en fait des plages de travail dans lesquelles tu vas te concentrer beaucoup plus longtemps que 2 minutes, évidemment. Et sur les plages où du coup, tu vas être entre 2 tâches, tu vas pouvoir mettre en place cette règle de 2 minutes. La règle des 2 minutes, elle marche typiquement quand tu traites tes mails. Hyper bonne règle à avoir de si ça met moins de 2 minutes à répondre, je le fais maintenant, c'est toujours ça de moins dans ma boîte mail et on n'en parle plus. Et ça marche aussi quand tu es vraiment dans des moments de flottement un petit peu, tu vois. Après, l'objectif, c'est pas à chaque fois que tu penses à un truc qui met moins de 2 minutes, de te sortir de la tâche dans laquelle tu es et après de devoir y revenir. Parce qu'en fait, on met à peu près plus de 20 minutes à se reconcentrer dans une tâche. Et ça, c'est une donnée hyper importante à avoir en tête, je trouve. Donc en fait, l'objectif, c'est pas de switcher en permanence d'une tâche à l'autre, mais plutôt d'utiliser cette règle quand on est dans des moments où on va avoir un petit peu de temps, on a 15-20 minutes devant soi et on va dépiler des petites tâches qui vont prendre moins de 2 minutes. Donc ce que je comprends de ta réponse, c'est qu'il faut se réserver du temps pour faire des tâches, notamment peut-être ce pour quoi on est payé, ou en tout cas ce qui nous permet d'avancer dans des objectifs qui sont bien définis, et de réserver des temps où on traite effectivement peut-être des petits sujets comme ça de 2 minutes. Exactement. Exactement. Et après, la règle des 2 minutes marche aussi si tu es par exemple dans une tâche, dans un sujet, et que tu te dis « Ah, mais il faudrait aussi que je fasse ça », et c'est en lien avec le sujet, alors c'est dans la continuité de ce que tu es en train de faire. Si ça prend moins de 2 minutes, bah, tu le fais maintenant, quoi. Tu as parlé d'une relation au temps là, qui est intéressante, d'arrêter des 2 minutes, des 5 minutes. Je crois qu'il y a Podomoro aussi qui fait 20 minutes, je crois, mais là c'est différent, c'est 20 minutes de concentration, il me semble. Ouais, complètement. Donc la méthode Pomodoro, c'est le fait de se concentrer pendant 25 minutes sur une tâche,
de prendre 5 minutes de pause. Et on répète ça sur 4 sessions, et après tu prends 15 minutes de pause. Et cette méthode Pomodoro, en fait, elle rejoint un peu la règle des 5 minutes dans un certain sens. C'est le côté, je me mets à travailler, je me focalise sur quelque chose, bon là en l'occurrence pendant plus de 5 minutes, mais pendant 25 minutes. Je rentre dans un état de concentration un peu plus profond que ce que je peux avoir l'habitude d'avoir. Et du coup, ça me permet d'avancer de manière significative sur les tâches. Et moi, ce que j'aime dans cette règle, c'est à la fois qu'elle permet de commencer à faire des tâches sans avoir un engagement de j'ai une plage de 3 heures devant moi, je ne sais pas trop par où commencer, etc. Et du coup, je vais avoir tendance à papillonner. Donc ça, c'est assez chouette. Ça permet vraiment de poser un cadre assez clair sur qu'est-ce que je vais faire, pendant combien de temps je vais le faire. Et le deuxième avantage de cette règle que je trouve hyper cool, c'est qu'en fait, ça te permet d'entraîner ta concentration. Un peu comme, tu vois, encore une fois, métaphore sportive, tu vas pas courir un marathon si tu n'as jamais couru de ta vie. Donc le Pomodoro, c'est pareil. En fait, tu vas te concentrer pendant 25 minutes. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu es capable de te concentrer 30, et puis 35, et puis 40, et puis d'allonger au fur et à mesure tes plages de concentration pour finalement arriver à un niveau de concentration où tu es vraiment capable de faire ce qu'on appelle du deep work, donc du travail en profondeur, et de te concentrer pendant 1 heure, 1 heure et demie sur des choses vraiment à fond, de rentrer dans ton flow, tu vois, d'être dans la zone pour les gens qui utilisent cette expression, et du coup de vraiment pouvoir produire beaucoup de valeur en très peu de temps, parce qu'en fait tu es dans un état de concentration tel, tu es dans ta bulle, que tu vas avancer hyper efficacement. Tu as évoqué différents points, deep work, des sessions de travail. Tu évoqué le fait que ça peut se travailler et qu'on peut se concentrer plus longtemps. Et je crois aussi, c'est un peu ma question, elle a multiples facettes, je crois aussi que de plus en plus on déconseille de faire du multitâche. Il y a des gens qui disent j'arrive à faire beaucoup de multitâches, à passer l'un à l'autre. Aujourd'hui on se rend compte qu'en fait c'est pas vraiment du multitâche, ou ça fonctionne pas vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces états de concentration et justement sur notre capacité à travailler sur plusieurs activités en même temps? En fait, le multitâche, ça n'existe pas ou presque pas. Et même, tu vois, je lisais un truc la dernière fois sur le fait que les ordinateurs sont multitâches. En fait, les ordinateurs eux-mêmes sont même pas multitâches. C'est-à-dire que simplement le processeur, il va switcher hyper rapidement d'une activité à l'autre. Et du coup, en fait, il va traiter les informations, mais même lui, de manière séquentielle. Même un ordinateur n'est pas multitâche. Un humain n'est pas multitâche non plus. C'est-à-dire que exactement comme l'ordinateur, on est capable de traiter les informations de manière séquentielle, mais on ne va pas pouvoir traiter une masse infinie d'informations en simultané. Ça ne fonctionne pas. Le multitâche, il y a des gens qui sont capables de le faire, mais en vrai, c'est une infime partie de la population. Donc, il vaut mieux, je pense, partir du principe qu'on n'est pas capable de faire du multitâche de manière efficace. Et pourquoi est-ce qu'on déconseille de le faire ? Simplement parce que ça va, encore une fois, nous demander beaucoup d'efforts de passer d'une tâche à l'autre. Tu passes dans un environnement différent, tu as un nombre d'informations à rassembler dans ton esprit qui va forcément impacter ta capacité à rentrer dans la tâche et à finalement faire quelque chose de manière efficace. Donc clairement, le multitâche, pour moi, c'est une mauvaise idée. Et je dirais même, mais ça, je pense que toutes les personnes qui parlent d'organisation et de productivité l'ont dit, et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, mais les notifications, c'est la pire chose au monde, quoi. Le côté, en fait, ça te sort littéralement, ça te tire de ta concentration. C'est comme le réveil le matin qui te tire de ton sommeil, la notification te tire de ton état de concentration, et après, ça demande un effort, mine de rien, intellectuel et mental, de te remettre dans la tâche, etc. Et ça, c'est aussi des choses qui vont créer de la fatigue, de la charge mentale. On en parle beaucoup dans les dimensions de charge mentale, de l'hyperconnexion, l'injonction à l'immédiateté, etc. C'est des choses qui sont très, très demandeuses, entre guillemets, pour nos cerveaux, parce qu'on n'est pas fait pour traiter 150 informations dans une minute, switcher d'un sujet à l'autre en permanence, quoi. Donc c'est plus fatigant de fonctionner comme ça. Clairement plus fatigant. Et alors du coup, si on rebondit sur l'énergie, notre énergie elle fluctue naturellement sans faire de multitâche. Par rapport à ça, comment on peut gérer le fait de se concentrer sur un sujet ou pas ? Est-ce que je recule un sujet parce que je me dis tiens, j'ai pas l'énergie pour bien le faire ? Est-ce que c'est ok ? Et dans ce cas, si ça m'arrive souvent, ça devient un problème. Donc comment je peux gérer ça ? Pour moi, c'est encore une fois quelque chose de très personnel, le curseur de est-ce que je m'écoute ou est-ce que du coup je fais plutôt appel à ma discipline pour y aller. En fait, c'est très personnel de où est-ce que le curseur il est au bon endroit pour moi. Je considère qu'il y a des fois où il faut savoir s'écouter, être plus gentil entre guillemets avec soi-même et se dire là en fait c'est pas le moment, je suis fatiguée, je vais pas faire quelque chose de bien et du coup il vaut mieux que je repousse.
mais c'est toujours un exercice d'honnêteté avec soi-même en fait. Mmh. Est-ce que vraiment je suis en train de m'écouter ou est-ce que je suis en train de me trouver une excuse? C'est une bonne question à se poser. Et puis, ou alors est-ce que là, à cet instant précis, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de me mettre un coup de pied aux fesses et d'y aller? Et en fait, la réponse, elle est différente en fonction des personnes, parce qu'il y a des gens qui sont très très dans le toujours plus, dans la discipline très fort et qui, eux, vont avoir plutôt besoin de travailler sur leur lâcher-prise et travailler sur s'écouter pour éviter de tirer un peu trop sur la corde, et d'autres qui vont plutôt être dans le, justement, je vis avec mon flow, etc. Et j'ai aucun problème avec ça, hein, vraiment. Mais parfois, on en trouve les limites, et il y a un moment où on a aussi besoin de se botter les fesses si on a envie d'aller vers ce vers quoi on a envie d'aller, quoi. À un moment, on n'a rien sans rien, on ne crée pas de changement sans changer les choses, et du coup, on a aussi besoin d'être dans l'action. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, la vérité se trouve dans l'action, la confiance se trouve dans l'action. Voilà, on a besoin d'être dans l'action à un moment pour pouvoir simplement avancer et trouver des réponses à toutes les questions qu'on peut avoir. Merci Claire pour tes réponses. Merci à vous qui êtes allés jusqu'au bout de la vidéo. Je mettrai bien sûr dans la description toutes les informations pour retrouver Claire sur son podcast et sur son site internet. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à l'écouter, ce podcast, et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Gardez en tête que c'est le voyage qui compte, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.